What? Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. What? Alors, je pourrais pas dire ça vraiment au niveau historique. Euh, mais moi, je marie ça avec l'image et les émotions. C'est-à-dire que je trouve que la musique, c'est un langage qui te permet de ressentir des émotions. Alors, je te parle au sens très très large, pas forcément avec les paroles. Les paroles, elles aussi, amplifient les images et puis les sentiments que qui peuvent ressortir de la musique. Mais pour moi, c'est un langage qui m'a parlé depuis quand, je sais pas, peut-être depuis toujours, mais vraiment des émotions. Je suis un amoureux de l'image aussi, et je trouve que ça se mariait toujours bien je me disais, tiens, telle image, ça pourrait bien être aller avec telle musique, et toujours rechercher des musiques. Mais voilà, c'est l'amour de la musique, c'est cette sensation de pouvoir m'évader et de ressentir des choses, de la tristesse, de la peine, quel que soit le sentiment des images, ce genre de choses. L'idée est arrivée là aussi petit à petit. En fait, il n'y avait absolument rien de préparé. Ça s'est fait à la période du Covid aussi, que vraiment ça a commencé à germer. Je suis un passionné de musique, à découvrir d'où viennent les choses. Je te parlais aussi du langage de la musique qui pouvait en ressortir. Et on va dire que les prémices de Tout Simplement remontent au début des années 2000, vraiment tout début de 2000, à l'époque où j'étais disquaire chez Cultura, à Mérignac. Et, et là, j'étais très focus hip-hop, rap. On ne pouvait pas me parler d'autre chose que de rap. Et j'ai eu la chance de rencontrer des collègues qui étaient très férus, eux, dans leur style de musique, que ce soit le soul, funk, jazz, musique classique, électro. Et, et ils m'ont dit, mais ton rap, tiens, mais écoute ça vient de ça. Et de la petite boucle qui était utilisée dans le morceau de rap, j'en découvrais finalement 3, 4, 5 minutes de plus qui étaient juste formidables, quoi. Et donc c'est venu petit à petit à essayer de me faire une petite collection, à rechercher d'où venaient les morceaux, chose un peu que faisaient les beatmakers à l'époque, parce que justement ils décortiquaient l'arrière des disques des producteurs américains, où ils disaient, ah tiens, mais ça c'est production mais tiré d'un sample de Les McCain, quel album, ok, mais je vais découvrir ce que c'est que cet artiste là, puis ils achetaient l'album. Donc c'est venu petit à petit comme ça. Et puis, je me suis rendu compte, parce que j'ai fait aussi de la radio à partir de 95 sur pas mal de stations sur Bordeaux. Et, et en fait, là, ce qui était intéressant, c'est que j'ai pu rencontrer les artistes. Et les artistes ont toujours des petites histoires en off de création. Et donc, moi, je garde tout, je suis un collectionneur de tout, de ces archives aussi. Donc, je me suis replongé aussi dans ces archives à me dire, mais tiens, mais c'est vrai qu'il y avait une histoire sur ce morceau-là. Et puis aussi, il y avait aussi ce côté de transmission à la nouvelle génération. Aujourd'hui, la nouvelle génération qui va travailler, la nouvelle génération de beatmakers va diguer, c'est-à-dire va rechercher sa source musicale via YouTube ou tout ce qui est plateforme de streaming. À l'époque, c'était chercher dans les brocantes les vieux vinyles ou alors dans les médiathèques, chercher les disques. Donc la façon de travailler est différente. C'était sur des machines comme par exemple, c'est pas une MPC ni une USP, c'était un mélange un petit peu des deux sur cela, mais ce genre de machine qui était travaillée, qui permettait de travailler pour fabriquer la musique. Là aujourd'hui, ils travaillent la plupart sur des logiciels. Les machines ont peu à peu, sauf pour vraiment
les old-timers qui vont vraiment rester sur les machines. Mais aujourd'hui, c'est qu'il y a une simplicité qui est vraiment présente. Et donc, il y avait ce côté transmission à expliquer un petit peu d'où ça vient. Comment un morceau qui est inconnu à la base a pu remettre un artiste en lumière grâce à des artistes. Il y a aussi l'aspect aussi financier, que des fois, il y a un trouble tellement un flou juridique sur ça, parce que qu'on sample 2 secondes, une note ou carrément une boucle complète, c'est le même tarif. C'est au bon vouloir de l'ayant droit. Donc, il y avait tout ce genre d'histoire, et puis je me dis, ah, voilà, ça a tellement changé. Et puis il y a aussi ce côté où, aujourd'hui, cette année, en 2023, on fête les 50 ans du hip-hop aux États-Unis. Nous, on est en France, on est plutôt sur une quarantaine d'années, mais on est dans un courant musical qui, à l'époque, était loin d'imaginer qu'on pouvait avoir des livres, des biopics au cinéma, des séries télé, des documentaires, parce que finalement, ce courant musical qui était très négligé à l'époque, parce que on parlait de pillage justement pour le sample, de musique de quartiers défavorisés ou de musique revendicative, ben finalement, petit à petit, c'est créé. Il y a une tendance qui s'est créée autour du hip-hop, que ce soit par rapport à la mode, que ce soit la musique qui va être maintenant dans... à l'époque déjà, Akhenaton faisait la musique de la rue, là, je ne me rappelle plus son émission. Donc petit à petit, le hip-hop s'est vraiment dispersé sur un petit peu tout. Cinéma, musique, documentaire, mode, et c'est partout. Et je trouve que c'était intéressant aussi de mettre en lumière les beatmakers qui sont aussi les hommes de l'ombre, parce que on va dire, tiens, Booba a samplé un tel, mais c'est pas Booba qui a samplé un tel, c'est le producteur qui est derrière. Et pour moi, c'est juste des génies qui ont, je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, des fois retrouver sur une boucle qui va durer 2-3 secondes, en faire un banger pas possible, quoi. De vraiment s'évader et puis se plonger avec des idées, à se dire, tiens, ça en le mettant avec tel violon, tel drum, tout ça, et d'un morceau de classique, et en faire un morceau tout autre. Aujourd'hui, voilà, il y a 5 volumes qui sont sortis. Il y a 2 volumes sur le rap français, 2 volumes sur le rap US. Mais on va revenir sur la genèse. À la base, tout simplement, c'était juste aussi un compte Instagram. Il n'y avait pas d'idée de livre. Ça s'est fait par rapport à la demande, par rapport aux propositions qui ont été faites. Et juillet 2021, on m'a proposé de le faire en livre. Donc c'est bien, parce que j'avais pas mal d'articles qui étaient d'avance, mais entre poster régulièrement sur Instagram des vidéos et un article, c'est une chose. Préparer un livre, c'en est une autre. Parce que le livre, il faut quand même avoir une ligne directive, donc soit chronologique, soit par ordre alphabétique. Moi, j'ai choisi par ordre alphabétique. Et c'est là que je me suis rendu compte que quand j'étais sur que ce soit le rap français ou le rap US, j'étais sur des volumes qui allaient faire 500-600 pages. Donc je me suis dit, 600 pages, ça commence à faire un gros volume au niveau livre. On va le couper en 2, mais à la base, il devait y en avoir qu'un. Après, ce qui m'a intéressé, c'était pas non seulement lâcher tel artiste à sampler tel artiste, c'était vraiment raconter l'histoire qu'il y a autour. Que ça soit au niveau du sample original, comme au niveau du morceau qui a été fait à partir du sample. Donc s'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas lieu d'être. Autre contrainte, c'était aussi de trouver aussi des samples qui étaient reconnaissables. C'est-à-dire, vu qu'à la base c'était sur Instagram et que les gens ils écoutent, ah ouais tiens ça c'est machin, ah ben ouais c'est machin, punaise il a utilisé la boucle, donc c'était des samples reconnaissables. Il y a beaucoup de samples
où justement les notes vont être interverties, tout ça. Donc c'est pas que ça m'intéressait pas, mais fallait que ça soit aussi facile et accessible par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'il y a eu 2 volumes. Aujourd'hui, non, je pense pas qu'il y aura un 3e volume sur le rap français comme un 3e volume sur le rap US. On est à l'abri de rien, parce que forcément, j'ai pas tout couvert. Maintenant, sur les histoires que j'avais, oui, ça s'arrêtera là. Maintenant, je sais pas s'il y a des beatmakers qui regardent ça, qui ont besoin de raconter des histoires ou donner des samples originaux qui n'ont pas été encore découverts, parce qu'il reste encore, et qui veulent en parler, pourquoi pas faire un volume d'inédit. Ce qui est sûr, c'est que il y a un autre mouvement autre que le hip-hop qui sample beaucoup, c'est l'électro. Et l'électro, il y aura justement un bouquin sur les samples dans l'électro. What? Être un avec Sully Phil, qui a donc notamment collaboré avec NTM, c'est lui qui est à l'origine du That's My People, qui a travaillé avec Bustaflex et qui a aussi une carrière solo avec son premier single Je voulais, donc on doit être là 98-99, enfin aux alentours de 2000. Et là, ce qui est un peu marrant, ça commence un peu de façon amusante, c'est qu'il veut partir en studio, il n'a pas vraiment de prod, et à ce jour-là, aucun de ses potes veut l'accompagner en studio, donc il demande à son pote DJ Shin il dit écoute, j'ai envie de poser sur une instru à toi, donc on se retrouve au studio. C'était aussi un peu pour lui graisser la patte à ce qu'ils viennent en studio. Donc ils viennent, et puis là c'était vraiment les prémices du morceau Je voulais. Et puis ils commencent à retravailler un peu le sample ensemble. T'as trouvé ça où? T'inquiète pas, c'est un vieux truc. C'est complètement inconnu. J'ai trouvé ça je crois qu'il avait trouvé ça chez un bouquiniste ou un magasin de vinyle aux États-Unis. Bref, le morceau sort, le morceau explose, le morceau devient disque d'or, disque de platine. Pour la petite parenthèse, c'était ce qu'il était signé chez Virgin, c'est Richard Branson qui remet le disque d'or à Sully Phil. Et puis, je crois qu'il m'avait dit que c'était en plein Planète Rap que la maison de disques l'appelle et dit écoute, on a un souci, on a un gars qui nous appelle qui dit qu'il est à l'origine du sample de Je voulais. Alors il appelle son pote, non, c'est pas possible, c'est un groupe, parce que le gars disait qu'il était français. Non, c'est pas possible, c'est un groupe californien qui n'existe plus. Non, c'est pas possible. Ouais, écoute, le gars a l'air de bien savoir. Ses enfants écoutent Skyrock, ils adorent le morceau. Ils ont dit, tiens papa, c'est une musique à toi. Bon, il cherche. Et il se trouve que ce gars-là, effectivement, est un grand compositeur qui a travaillé aussi bien aux États-Unis que en France, où il a travaillé par exemple avec Claude François. Je crois que c'est lui qui avait fait les Magnolas de Claude François. Donc pas une petite pointure non plus. Sauf que très ouvert, ils se rencontrent et puis il y a eu une amitié qui a été commencé à se mettre en place. Donc ils ont réglé, ils ont clearé tout ce qui était l'égalité au niveau des samples, et justement une amitié commence à naître entre Sully Phil et ce compositeur français qui avait justement des envies de collaboration avec quelqu'un, avec le hip-hop. Ils ont fait des soirées, justement Sully Phil m'a expliqué que c'était un peu complètement incongru parce que il était des fois invité dans les grands quartiers très huppés, très bourgeois parisiens. Une fois au moins il était invité chez lui, chez ce compositeur-là. Et il me dit c'était complètement fou quoi. Nous on venait de la street rencontrer les bourgeois. Donc l'histoire se termine bien au niveau de la clearance. La note un peu moins bonne, c'est que ce compositeur-là français
a été assassiné. Et aujourd'hui, le crime est toujours... il fait rester un cold case, comme on appelle ça. Oh, wow. What?